Chez l'homme, la reproduction est sexuée, c'est-à-dire il y a participation des gamètes ou bien intervention des gamètes mâles et femelles. Donc la première des choses qu'on va déterminer, c'est les organes responsables de la production de ces gamètes. Donc, quels sont les organes reproducteurs des gamètes chez l'homme? La deuxième question, où et comment se déroule la fécondation? Donc, pour connaître les organes reproducteurs des gamètes chez l'homme, on va tout d'abord déterminer les constituants de l'appareil reproducteur ou de l'appareil génital masculin et la femme. Donc, ces deux schémas-là représentent des coupes longitudinales. La première à gauche, c'est une coupe longitudinale dans l'appareil génital femelle. À droite, c'est une coupe longitudinale dans l'appareil génital mâle. Comme vous voyez, ces deux appareils sont constitués de plusieurs organes. On peut le subdiviser en trois principales, comme résume le tableau suivant. Donc, vous avez les trois types d'organes sexuels ou bien d'organes reproducteurs chez l'homme. Donc, le bilan d'activité, les organes reproducteurs chez l'homme sont les gonades, qui sont les ovaires et testicules, les voies génitales ou bien les voies conductrices et les glandes anales. Donc, pour mettre en évidence le rôle des gonades, on va commencer par avancer deux hypothèses. Peut-être que ces gonades ont un rôle dans la production des gamètes, peut-être que ces gonades ont un rôle dans les caractères qui apparaissent sur le corps lors de la puberté. La puberté, on sait que la puberté, c'est une période de notre vie dans laquelle, qui représente une phase de transition entre la jeunesse et l'adulte. Donc, dans cette période-là, notre corps connaît des modifications physiologiques et morphologiques qui marquent qu'on n'est plus jeune, mais qu'on a passé au stade adulte. Donc, vous avez étudié ça dans l'éducation familiale, donc je ne vais pas entrer en détail. Pour mettre en évidence le rôle de ces gonades-là, on va étudier des expériences. Donc, je vais donner l'idée générale de l'expérience. Dans ces expériences-là, on prend une souris adulte mâle et une souris adulte femelle. On va couper, c'est-à-dire ablation, c'est-à-dire couper les testicules chez le mâle et les ovaires chez la femelle. Et on va voir les conséquences de cette ablation. Donc, en général, lorsqu'on coupe les gonades chez un adulte, que ce soit mâle ou femelle, le résultat c'est atrophie, c'est-à-dire régression du volume des organes reproducteurs, leur volume diminue, et arrêt de production des gamètes, ce qui nous permet de déduire que ces gonades-là, c'est eux qui produisent les gamètes. La deuxième partie de l'expérience, ou bien l'expérience 2, on enlève les sécrétions des extraits du testicule et des ovaires, qu'on appelle les hormones, et on l'injecte à ces souris chez lesquelles on a enlevé les gonades. Donc, ils ne peuvent pas produire les gamètes, mais le volume de leurs organes reproducteurs retourne à leur volume, le volume retourne à son état initial avant l'ablation de ces gonades. Donc là, on peut déduire que les gonades sécrètent des substances que j'ai déjà signalées qu'on appelle les hormones. Ces hormones-là, elles ont un rôle dans les modifications morphologiques qui apparaissent sur notre corps au moment de la puberté. Donc, ces hormones, on les appelle les hormones sexuelles, qui sont la testostérone chez l'homme et les oestrogènes et la progestérone chez la femme. Donc, je conclus que les testicules et les ovaires sont les organes reproducteurs des gamètes et des hormones sexuelles.
Donc, on va passer à la détermination de la structure des gonades. De quoi est constituée ces gonades-là? Donc, pour savoir cette constitution ou bien cette structure, on va passer à l'étude de ces. Donc, on va observer une coupe transversale au niveau des testicules et une autre coupe au niveau des ovaires. Donc, on détermine les constituants, donc la légende. Donc, voilà la légende. Donc, ça, c'est le titre et l'autre titre. Donc, et voilà la légende. Un, c'est cellules interstitielles. Donc, c'est les cellules qu'on trouve dans l'espace qui sépare les tubes séminifères. Donc, les capillaires sanguins, des spermatogonies ou bien des cellules souches, qui sont des cellules souches ou bien cellules mères qui sont à l'origine des spermatozoïdes, puis les spermatozoïdes et enfin les tubes séminifères. Donc, le testicule est constitué de plusieurs types séminifères, donc qui sont séparés par un espace interstitiel au niveau duquel on trouve des cellules interstitielles et des capillaires sanguins. Et à l'intérieur des tubes séminifères, on trouve des cellules qui ont différentes formes. Des cellules qui sont juste collées au tube séminifère, à la paroi du tube séminifère qu'on appelle la cellule souche ou bien la spermatogonie qui sera à l'origine des spermatozoïdes. Et vers la lumière du tube séminifère, on trouve les spermatozoïdes. Maintenant, on passe aux constituants de l'ovaire. On a les cellules primordiaux. 2, c'est un ovule. 3, c'est le corps jaune. Et 4, c'est follicule mère ou follicule de Graaff. Donc, on trouve des follicules qui sont à différents stades, de différentes tailles. Donc, les plus petits sont primordiaux, puis primaires, secondaires, caverneux, pour arriver aux follicules mûrs ou bien follicules de Graaff. Dans ces follicules-là, on trouve au milieu l'ovule qui est entouré par plusieurs cellules qu'on appelle les cellules folliculaires. Donc après la libération de l'ovule, donc il y a le follicule se transforme en corps jaune qu'on trouve juste à côté du follicule mûr ou bien follicule de Graaff. Donc à l'intérieur des tubes séminifères, on voit que des cellules souches spermatogonies vont subir plusieurs multiplications sans arrêt de la puberté jusqu'à la mort pour donner des spermatozoïdes. Les gonades, donc les structures responsables de la synthèse des hormones sexuelles chez l'homme. Des expériences ont montré que les cellules interstitielles qui se trouvent dans l'espace qui sépare les tubes séminifères, c'est eux qui sécrètent la testostérone dans le sang. Chez la femme, des procédures expérimentales ont permis de prouver que les cellules folliculaires qui entourent l'ovule qui sont responsables de la sécrétion des oestrogènes dans le sang, alors que les cellules lutéiniques qui constituent le corps jaune sécrètent la progestérone dans le sang. Donc, on peut déduire que les testicules produisent des spermatozoïdes dans les tubes séminifères et de la testostérone sans arrêt, alors que les ovaires, eux, ils produisent de façon périodique un ovule, c'est-à-dire cyclique, un ovule depuis la puberté jusqu'à la ménopause, 45 à 55 ans, ainsi que les oestrogènes et la progestérone. Donc, à la différence de l'activité de l'appareil génital de l'homme, on voit que les testicules chez l'homme commencent à produire les gamètes mâles, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les hormones, l'hormone de la testostérone depuis la puberté jusqu'à la mort sans arrêt. Alors que chez la femme, l'activité de son appareil génital, elle est périodique, cyclique, c'est-à-dire il fonctionne ou bien il a par cycle, c'est-à-dire un événement qui se répète après
quelques jours. Donc, si on prend par exemple les règles ou bien la menstruation chez la femme, on voit qu'elle se répète à chaque, on dit à chaque mois. Donc, chaque mois, on a une menstruation. Donc, c'est oui, aussi l'ovulation, c'est-à-dire la libération d'un ovule par l'ovaire. Donc, on va passer à l'explication de ces événements. Pourquoi chez la femme, il y a cette activité. Donc, l'activité cyclique de l'appareil reproducteur chez la femme se manifeste par une menstruation ou règle et une ovulation, expulsion d'un ovule par l'ovaire, qui se répète périodiquement, chaque 28 jours au moyen. C'est-à-dire, on prend l'exemple le plus répété, c'est 28 jours, mais il y a chez des femmes, c'est plus de 28 jours, 29, 30, 31, 32 jours, et chez d'autres femmes, moins de 28 jours, c'est-à-dire 27, 25, 26, 24 jours. Donc, c'est le cycle, on l'appelle le cycle menstruel, c'est-à-dire les menstruations qui se répètent périodiquement, on l'appelle le cycle menstruel, et l'ovulation qui se répète périodiquement, on l'appelle le cycle ovarien. Donc, l'ovulation, ça c'est une constatation que l'ovulation survient toujours de 13 à 14 jours avant les menstruations suivantes. Donc, le temps qui sépare l'ovulation et les règles suivantes qui va venir après l'ovulation, c'est 13 à 14 jours. Cette période, elle est fixe et se ressemble chez toutes les femmes. Donc, on va commencer par étudier le cycle ovarien. Le schéma ici nous présente ce cycle-là. Donc, comme vous voyez, on peut subdiviser ce cycle en deux stades ou bien en deux phases. La première phase, c'est la phase folliculaire qui débute par la croissance ou bien le développement ou bien la maturation de follicules primordiaux qui vont grandir jusqu'à devenir des follicules mûrs ou bien follicules de Graaff. Après, cette phase se termine par l'ovulation. L'ovulation, c'est l'expulsion de l'ovule à l'extérieur de l'ovaire vers le pavillon. Puis, on passe à la deuxième phase, c'est la phase lutéale. Dans cette phase-là, le follicule, après libération ou bien expulsion de l'ovule, va se transformer en un corps qu'on appelle le corps jaune. Ce corps jaune va tout d'abord se développer. Après, pendant un moment, après, il va se transformer en corps blanc. Ce corps blanc, c'est-à-dire le premier, il a une couleur jaune, c'est pourquoi on l'appelle le corps jaune. Après, se transforme en une structure de couleur blanche qu'on appelle le corps blanc. Donc, ce corps blanc va régresser jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc, en laissant une petite cicatrice. Donc, nous concluons que le cycle de deux phases, ou bien de deux stades, le stade folliculaire, ou bien et le stade lutéinique ou lutéal. Ces deux stades sont séparés par l'ovule. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Quelle est l'origine de la menstruation? C'est-à-dire ce saignement qui se répète périodiquement chez la femme. Donc, on propose des hypothèses. Peut-être son origine, c'est l'ovaire. Peut-être ce vient du vagin ou bien de l'utérus. Donc, on va passer pour trouver l'origine de cette menstruation. Donc, on va étudier tout d'abord l'utérus chez la femme. Donc, ce schéma-là, elle représente en haut une coupe longitudinale au niveau de l'utérus et vous voyez que la paroi interne de l'utérus, donc c'est-à-dire de l'intérieur de l'utérus, la paroi interne, est constituée de deux parties. La partie extérieure, c'est qu'elle est musculaire, elle est constituée de muscles, et la partie interne, ou bien la couche interne, elle est constituée d'une muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre. Donc, comme vous voyez, cet endomètre, il est coloré en noir ici, dans les schémas d'en haut, et son épaisseur varie. Donc, vous voyez, le premier jour, il y a une grande épaisseur. Puis, il commence à diminuer jusqu'à ce qu'il arrive à 1 mm. Donc, ça, c'est pendant le premier jour jusqu'au 6e jour des règles. Donc, des menstruations de 1 à 6. Ça, c'est une période de règles. Après,
vers la fin des règles, vous voyez maintenant que l'épaisseur de cet endomètre, elle va se développer, elle va augmenter. Elle va passer de 1 mm jusqu'à 5 mm au 14e jour, c'est-à-dire l'ovulation, le jour de l'ovulation. Et vous voyez qu'elle prend une forme de doigt de gant. Donc, elle est perforée par des glandes, apparition des glandes. Il commence à s'enrichir de vaisseaux sanguins. Après le 14e jour, donc l'épaisseur de l'endomètre continue à augmenter. Elle va arriver jusqu'à 8 mm avec enrichissement en vaisseaux sanguins et prolifération des glandes. Vers la fin maintenant du cycle, vers le 28e jour, on voit que l'épaisseur commence à diminuer. Donc, cette diminution s'explique par l'arrachement de cet endomètre ou bien de cette muqueuse. Il va s'arracher, éclatement des vaisseaux sanguins. Le tout va être chassé à l'extérieur par les voies génitales, donc vers l'extérieur. Il va donner les menstruations qui se répètent périodiquement chez la femme. Donc, et ces modifications qui se répètent périodiquement, elles consistent en ce qu'on appelle le cycle utérin. Donc, ça, c'est le cycle utérin. Donc, l'origine des menstruations ou bien des règles chez la femme, c'est la muqueuse qui se détache et s'arrache et donne ces menstruations. Donc, maintenant, on a prouvé ou bien on a démontré l'origine des règles ou bien des menstruations. Donc, vous allez vous interroger sur ces modifications, le but de ces modifications. Pourquoi la muqueuse utérine subit ces modifications? Tout simplement pour accueillir la cellule œuf après la fécondation. Et elle se prépare pour la grossesse ou bien la gestation. Donc, en l'absence de la fécondation, lorsqu'il n'y a pas de formation de cellules œufs, donc il y a détachement de l'endomètre, rupture des vaisseaux sanguins, le tout va s'éliminer sous forme de menstruation. Pour le début d'un autre cycle et préparation d'un autre cycle utérin et préparation de l'utérus pour accueillir une nouvelle fois un œuf fécondé ou bien la cellule œuf. Donc, comme vous voyez dans ce paragraphe-là, on va mettre en évidence le facteur responsable de la coordination de ces trois cycles. Donc, on a pu déterminer qu'il y a trois cycles sexuels chez la femme, le cycle ovarien, le cycle utérin et le cycle menstruel. Ces trois cycles, ils se passent en même temps chez la femme. Donc, on va déterminer l'agent ou le facteur responsable de régler le fonctionnement de ces trois cycles. Donc, ce diagramme-là, en bas, ou bien ce schéma, va nous permettre de déterminer le facteur, ou bien le coordinateur de ces trois cycles. Le coordinateur, entre parenthèses, monastique. Donc, en haut, on a le cycle ovarien. Vous voyez les deux phases du cycle ovarien. La phase folliculaire où il y a développement des follicules, ovulation et après la phase lutéale ou bien la phase lutéunique. Donc après on a en bas, juste en dessus du cycle ovarien, on a le développement de la concentration des hormones ovariennes, c'est-à-dire l'oestrogène et la progestérone dans le sang. Donc au début, pendant et tout en bas, on a le cycle utérin et le cycle menstruel. Donc pendant le début de la phase lutéinique, juste au début, vous voyez que la concentration, que ce soit des oestrogènes ou de progestérone, elle est très réduite, elle est faible. Lorsque le follicule commence à se développer et de croître, il y a augmentation de la concentration des oestrogènes. Et on sait dorénavant que les cellules folliculaires, c'est eux qui sécrètent cette hormone-là dans le sang. Donc, plus le follicule se développe, plus la quantité de l'oestrogène sécrétée dans le sang augmente. Donc, et vous voyez que la muqueuse utérine, elle aussi commence à se développer.
donc jusqu'à ce qu'il arrive à 5 mm. Après l'ovulation, donc disparition des follicules et qui seront remplacés par le corps jaune. Donc vous voyez que la quantité des oestrogènes, elle diminue un petit peu. Et puis il augmente et reste stable. On a augmentation après ovulation, augmentation de la concentration de la progestérone. Donc on sait que les cellules lutéiniques qui constituent le corps jaune, c'est eux qui sécrètent la progestérone. Elle sécrète aussi une petite quantité d'œstrogène. Donc c'est ce qui explique l'augmentation de la progestérone. Donc l'augmentation de la progestérone, elle agit sur la muqueuse utérine. Donc elle permet son développement s'accentue et il s'enrichit de vaisseaux sanguins. Donc, on peut conclure que l'agent ou bien les facteurs qui règlent le fonctionnement de ces trois cycles, ce sont les hormones sexuelles qui sont sécrétées par l'ovaire. C'est eux qui sont responsables des modifications qui apparaissent sur la muqueuse utérine. Ce paragraphe résume ce que je viens d'expliquer. Donc, bilan de l'activité, le cycle sexuel chez la femme se compose de 3 cycles périodiques, ovarien, utérin et menstruel, qui sont tous sous le contrôle des hormones sexuelles sécrétées par l'ovaire de la puberté à la ménopause. Donc, et merci de